Bonjour à tous, bonjour messieurs. Aujourd'hui une séance un petit peu particulière puisque Christophe, qui participe à nos travaux depuis quelques séances maintenant, va nous présenter l'ouvrage qu'il a écrit déjà il y a un certain temps maintenant, qui s'appelle L'art de l'être, que vous trouverez notamment, je pense qu'il doit être sur Amazon, mais il doit être également sur sa Non. chaîne YouTube en parole, je dirais, quoi, récité. Voilà. Je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, donc Christophe, je te cède la parole pour que tu nous dises de quoi il retourne, puis nous en discuterons. Alors oui, donc le livre, je ne le vends pas pour l'instant. Il est en auto-édition, voilà, tout simplement, et je le distribue. Donc il n'est pas sur Amazon. Mais par contre, ouais, il y a la lecture, il y a une version audible, je ne sais plus comment on appelle ça, justement, une version Version audio audio, oui, c'est ça, oui. de Audio. lecture, C'est une ouais, version audio, voilà, tout simplement. qui est sur Internet. Euh, alors, de quoi il retourne dans ce livre? Donc, l'art de l'être, pour commencer, on va en parler vite fait de la genèse. En réalité, ça fait des années que je m'étais promis de réussir à écrire un livre capable de décrire le comportement humain dans sa mécanique, dans sa façon de fonctionner, en tout cas de la façon dont moi j'avais une optique de le voir tourner. Et je voulais qu'il soit communicable assez facilement et qu'il ait une capacité à être transmise et, euh, et dans une optique, dans une vue scientifique. C'était la version sur laquelle j'étais parti au démarrage. Euh, et donc, qui permettrait de numériser un certain nombre de choses dans le comportement humain, qui aujourd'hui reste quelque chose d'assez flou, même si on y avance petit à petit et on commence à avoir des éléments qui sont intéressants. Euh, Quoi qu'il en soit, dans le livre L'art de l'être, qui a deux sous-titres, qui est la théorie du croyant et la mécanique, modèle de mécanique, modèle mécanique du comportement humain, modélisation mécanique du comportement humain. Euh, il y a du coup un certain nombre d'éléments qui permettent de se donner individuellement, en tout cas, des éléments qui permettent de chiffrer un certain nombre de choses qui ne sont pas chiffrables facilement au départ. Donc, je vous le montre un peu. Voilà, il est tout petit, c'est un tout petit livre. L'objectif étant qu'il soit compact, facile à relire, facile à, à méditer, à retrouver des pages qui nous intéressent, etc. Donc ça, c'est l'objectif d'être concis et d'être réutilisable, enfin pérenne dans le temps, dans le sens où on peut se le remémorer facilement, on peut le retenir facilement également. Il y a toute cette logique de, de pérennité dans le livre. Euh, Parce que justement, si un jour les objets deviennent plus compliqués à obtenir, à fabriquer, etc., plus on se lance dans des objets compliqués et longs et complexes à l'ouvrage, plus c'est difficile de le maintenir. Et donc, dans mon objectif, il était aussi prévu que ce soit plutôt facile à maintenir. Euh, donc ça, c'était l'objectif de ce livre, euh, euh, qui est mon produit, quoi. Ce produit, donc, il développe autour de plusieurs chapitres. Il y en a 7 en tout. Et il y en a un huitième qui parle de la suite, mais qui ne la développe pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y aura pas qu'un seul livre, il va y en avoir probablement 3. Euh, et c'est le premier. Le deuxième est en cours d'écriture. Ce livre-là va se centraliser autour de le fonctionnement d'un être humain tout seul, isolé dans sa tête à lui et dans sa façon d'agir dans le monde. Et pour cela, en fait,
Le développement se concentre sur plusieurs choses. La première chose, ça va être la capacité à s'auto-tester, s'auto-évaluer. Dans quelle mesure il est possible de s'auto-tester, s'auto-évaluer, de comprendre un peu qu'est-ce que sont les critères réels de l'évaluation, parce que on a souvent tendance à pas être du tout objectif sur soi, et c'est normal, c'est logique, c'est même une définition, c'est la définition de l'objectivité et de la subjectivité, c'est quand ça nous concerne de trop près, on est subjectif puisqu'on est sujet. Et donc il y a une forme de complexité à s'évaluer, à s'auto-évaluer. Et pour résoudre ça, en fait, le livre, lui, se contente de se dire, mais on ne peut pas l'être complètement objectif, mais par contre, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui se déclenche chez nous, qui permettra d'avoir un peu plus d'informations sur qu'est-ce que, enfin, a posteriori, sur ce qui s'est passé dans un comportement précédent. Donc le premier axe intéressant qui va se développer, c'est l'axe de la fierté. Il se trouve que les gens se parlent, communiquent, font des choses, mais ils font toujours les choses de façon à bien se voir. Toujours, ils se présentent de façon à bien se voir. Il est extrêmement, extrêmement rare que l'on croise quelqu'un qui dise bah, moi je fais ça parce que j'aime pas du tout être comme ça. C'est quelque chose qui n'arrive pas, potentiellement. Ça pourrait arriver, mais c'est quelque chose qui n'arrive quasiment pas. Et donc le parti pris de se dire que la fierté est un axe majeur de l'évaluation des individus et de et un reflet de leur façon de penser et de leur façon d'interagir avec le monde. Et donc de là, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui joue en fait dans l'évaluation, dans la production de la fierté, de la gestion de la fierté. Et donc on part ensuite sur deux chapitres qui sont les valeurs, qui en fait met un certain nombre d'éléments en place pour uniformiser la construction des valeurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit, enfin, qu'est-ce qui est gros, qu'est-ce qui est large, qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est haut. Toutes ces choses-là, en fait, souvent, on va avoir des petits... le jeu des contraires, si vous voulez. Dans le jeu des contraires, il y a toujours des notions où on se dit, ben non, mais en fait, là, petit et grand, ça reste quelque chose qui est dans une hauteur. On va pas être dans le côté... Il n'y a pas de négativité. Vous voyez? Et en fait, cette construction-là, de se dire, en fait, il va y avoir des échelles, mais ces échelles, elles seront toujours les mêmes, parce que en fait, on va avoir une hauteur vers le haut, une hauteur vers le bas, un endroit neutre où il n'y a pas de hauteur du tout, et ensuite, à partir de là, on va pouvoir avoir tracé, je sais pas, une largeur, par exemple, et, et en fait, les valeurs vont toutes se décomposer de cette façon-là. Et c'est assez marrant. Donc, du coup, la fierté se développe de la même façon, parce on va avoir la fierté qui va monter, la honte qui va descendre, et on va avoir un endroit neutre où ben, on ne ressent rien de spécial, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, les valeurs se développent différemment, parce qu'en fait, il n'y a pas d'axe positif ou négatif universel. En tout cas, c'est postulé. Le postulat est que chacun choisit son positif et son négatif. Après, il y a probablement des universels plus fonctionnels que d'autres. Mais en tout cas, le livre, je ne développe pas dans le livre puisque ce n'est pas le sujet, c'est qu'aujourd'hui, en l'état, il y a un peu chacun qui fait sa sauce, qui choisit un peu ce qui est positif, ce qui est négatif. Et on part là-dessus en démarrage. Ensuite, il y a les croyances. Alors les croyances, ce sont
ce sont pas les religions, etc. Ce sont des morceaux de choses qui font que ben, je crois que je suis bon au piano, donc je joue au piano. Je crois que j'ai raison, donc je fais ce que je pense avoir raison, ce qui me donne raison. C'est ces petits éléments-là de croyance qui sont en fait inséparables des comportements que l'on produit. C'est parce qu'on croit ce genre de choses que l'on produit des comportements qui sont adaptés, qui sont corrélés. Et de cette composition croyance-comportement, il va naître des frictions. Et ces frictions, en fait, elles sont liées au fait que ben, normalement, on pense qu'on va avoir un résultat quand on fait quelque chose, un comportement. Et en réalité, dans la réalité, parfois, ben, ça ne se produit pas du tout comme on imagine. Et de cette friction-là va se produire des questions. Et ce questionnement va générer euh, une, une perte énergétique, on va dire quelque chose comme ça. C'est un, c'est que, en fait, soit le comportement a été dépensé pour rien, soit l'imaginaire va être obligé de se remodeler, et ça coûte aussi énergétiquement. Et ce phénomène de dissonance, on va dire, entre la réalité et l'imaginaire, va produire un désagrément, peu importe, quelque chose qui n'est pas agréable. Et en fait, cette chose-là va être réassociée à la fierté. Parce qu'en fait, c'est là où on a honte, c'est quand on s'est trompé, quand l'imaginaire était différent de la réalité. Et quand on est fier, au contraire, c'est que justement, on s'attendait à la chose et on l'a eu tel qu'on croyait l'avoir. Et là, donc, on commence à avoir un modèle d'évaluation personnel, puisqu'on ne peut pas évaluer la fierté des gens en face, pas facilement, mais en tout cas individuellement, qui nous permet de savoir justement si on est plutôt dans le vrai, dans ce qu'on est capable de penser, ou plutôt dans quelque chose qui est dans le faux, et donner une évaluation de la distance en fonction de ce que l'on ressent. Ensuite, il y a toute une notion de l'évolution, l'évolution d'une construction d'une croyance, qui est de l'ordre de... il y a 4 phases. Et il y a le déni, qui est en fait au démarrage quand quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas du tout, où on a tendance à vouloir le détruire, à s'énerver devant ou à vouloir s'en débarrasser. Donc on va agir plutôt dans le comportement pour effacer l'erreur. On a l'omission, qui est en fait un comportement toujours dans le réel où on va ignorer la chose et on va pas bouger sa façon de penser. Ensuite, on va avoir la compréhension, qui est un phénomène où on commence à adopter, on veut bien que ça existe, on n'a pas le choix, on considère que ça existe et on doit le prendre en cas supplémentaire. C'est un cas qui arrive, c'est-à-dire qu'on rajoute un cas dans nos façons de penser parce qu'on est tombé sur quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et le dernier, c'est l'acceptation et c'est la capacité à construire une croyance synthétique qui prend en compte toutes les possibilités de façon sans cas en fait. C'est comme une. Je parlais des valeurs, c'est avoir réussi à uniformiser les valeurs, d'avoir une espèce de frise qui va du positif au négatif, sans coupure, sans condition. Il n'y a pas de condition, c'est une échelle de valeurs. Et ça, pour moi, c'est la façon la plus. L'esprit synthétique, c'est la façon la plus économique de fonctionner en intelligence, plutôt que de la gestion des cas, plutôt que de devoir détruire les éléments de la réalité de manière générale, euh, et de devoir sans cesse retravailler pour améliorer les choses. Mais c'est ce que c'est cette machine-là, cette machinerie, que j'estime être le comportement, le fonctionnement du comportement humain. Et son optique, pour moi, elle a un but, c'est construire une croyance unique qui lui permette de se comporter le plus efficacement possible
face à la réalité et de façon le plus pérenne possible. Et donc ça donne un objectif, ça donne un but à ces hésitations, ces questions, ces croyances, etc. Ça empêche aussi de penser que les croyances sont inutiles. C'est même inévitable, on en a forcément. Ça permet de donner pas mal d'éléments qui sont, pour moi en tout cas, spirituellement, finalement c'est spirituel, puisque la construction des croyances, c'est quelque chose qui n'est pas très matériel, c'est tout à fait spirituel. Et l'objectif étant de créer une croyance unique, ou en tout cas la plus compacte possible, de façon à être le plus optimum en termes énergétiques et nous permettre de faire autre chose, de nous améliorer autrement, ou en tout cas de nous libérer de l'espace, de l'énergie pour faire autre chose. Donc ça, c'est un peu la conclusion du livre, c'est que le processus de grandir, en fait, grandir en tant qu'être, c'est faire en sorte de faire matcher notre imaginaire avec la réalité pour en obtenir la plus grande cohérence, la plus grande résonance entre les deux, mais dans le sens raisonner, c'est amusant, enfin le mot raisonner est amusant là-dessus, faire résonner le réel et l'imaginaire pour en obtenir le maximum de satisfaction quelque part, puisque quand on a quand on match les deux, l'imaginaire et la réalité, quelque part la fierté elle se déclenche toute seule en permanence, et ou en tout cas on s'y habitue peut-être, mais voilà, ça c'est le point du livre qui donne du coup normalement des outils. En tout cas, c'est l'objectif pour construire une spiritualité individuelle, personnelle, efficace. Voilà. Tu as terminé J'ai terminé. Merci beaucoup de cette présentation, ma foi, fort bien ramassée. Synthétisée. Bien synthétique. Bien synthétisée et très intéressante, parce que je m'a permis de noter plein de choses et j'aurai l'occasion d'y revenir après que mes petits camarades aient eux-mêmes réagi. Qui veut commencer? Eberhard, allez. Bon, moi déjà, j'ai lu le livre et j'en avais déjà parlé avec Christophe, si tu te rappelles, Christophe. Tout à fait. Donc, voilà, alors donc j'avais lu le livre et j'ai pris quelques notes. Bon, je vais peut-être pas revenir sur toutes mes notes que j'ai prises, à moins que tu t'en souviens. Moi, j'ai pris le goût par un autre goût parce que je viens d'ailleurs un peu et je suis moins cartésien que Christophe. Et donc, c'est plus par l'expérience, hein, même si l'expérience est importante, et tu parlais d'objectivité, ce qui est aussi important dans l'expérience pour pouvoir bien l'évaluer, en fait. Hein. Il y avait tu avais parlé aussi à un moment donné de respiration, et j'ai remarqué qu'en fait, c'est la technique principale du yoga hindou. C'est de travailler beaucoup sur sa respiration pour contrôler en fait le corps et l'équilibrer en vue de méditation. Voilà. Donc, voilà. J'avais vu aussi que tu dis à un moment donné qu'il faut, sur les différents filtres, et moi, comme j'ai lu pas mal la Bible, et donc il y a Saint Paul qui parle aussi il n'utilise pas le mot filtre, mais il utilise, lui, des filtres différents en fonction du milieu où il se trouve, pour essayer dans son activité prosélyte, en fait. Hein. Comme il dit, chez les juifs, j'argumente comme un juif, et chez les païens, j'argumente avec des catégories païennes. Voilà, mais ça, c'est quand on est... Alors, est-ce que j'ai bien compris qu'en fait, pour l'instant, dans l'art de l'être, le livre que tu as, c'est d'abord seulement centré sur la personne, c'est pas dans les rapports avec les autres. Exactement. C'est Hein, ça. c'est bien ça. Le rapport avec les autres, c'est le suivant. C'est le suivant, d'accord, ok. Donc, bon, donc moi, je mélange un petit peu les deux parce que je ne savais pas qu'il y en avait un deuxième.
Euh, voilà, donc à part ça. Bon, alors il y avait un point aussi où je n'étais pas tout à fait d'accord, c'est comme tu dis, par exemple, à un moment donné, l'humilité, c'est en fait une satisfaction personnelle sous-évaluée. J'avais critiqué le mot parce qu'en fait, l'humilité, ça peut être aussi quelque chose de, de non pas sous-évalué, c'est-à-dire qu'on cherche l'humilité, c'est-à-dire qu'on va travailler à l'humilité soi-même pour ne pas, par exemple, comme engueuler Luc, comme moi tout à l'heure, tu vois, donc j'étais pas très humble tout à l'heure quand j'ai, en t'attendant, réagi d'une manière un peu vertement, tu vois. Donc il faut travailler à l'humilité pour pouvoir aussi être en meilleure relation avec les êtres humains, quoi. Déjà sur soi-même, c'est de redescendre d'un niveau. Donc je pense pas que c'est une sous-évaluation en tant que telle, mais que c'est justement, si on est chrétien, hein, je veux dire, Ah ouais. dans d'autres religions, on va trouver que l'humilité est quelque chose de très, très, très négatif. Hein, voilà, parce que, bon, je vais pas rentrer dans le détail des autres religions, mais voilà. C'est vrai que les chrétiens Voilà. ont beaucoup à travailler sur l'humilité, hein, ça je le conçois. Oui, oui, Surtout bien sûr. quand tu penses détenir la vérité absolue, c'est sûr que... Alors justement, la vérité, eh ben, lorsque on approche de la, on peut jamais l'atteindre, on la détient jamais, mais on peut l'approcher. Et c'est pour ça que de temps en temps, ben, le prophète, il est là pour annoncer quelques mauvaises nouvelles aux gens qui veulent justement pas faire ce travail de synthèse entre la réalité et leur croyance. Tu vois. Donc le prophète, il est là aussi pour faire cela. Donc, mais il doit faire un très gros travail seul en fait, ce travail que tu décris, il doit le faire d'une manière très intense, aussi bien sur des données, d'ailleurs, on dirait spirituelles, d'autres données qui sont de choses concrètes, pratiques, d'autres qui sont de l'ordre social, politique. Et donc, il doit mener ce travail de consolidation, donc de synthèse et de consolidation, pour atteindre pour approcher la vérité. Parce que le seul qui a atteint la vérité ou qui la détient, c'est le Christ, hein, si on est chrétien. Donc voilà. Donc c'est lui qui a été jusqu'au bout des choses. Euh, voilà. Donc c'est un peu donc dans cette dimension-là pour l'instant. Ah oui, et je parlais aussi. Alors oui, tu parlais de valeur, hein, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important. Alors moi, bien sûr, on peut grader certaines valeurs. Par exemple, la fierté, on peut être un peu, moyen, beaucoup, ou pas du tout fier. Hein. Voilà, c'est comme la marguerite qu'on ne fait. Mais je pense qu'il faut aussi voir les différentes valeurs. Hein. Le bien n'étant pas la même valeur que l'amour, etc. Donc, ça donne des... si on veut rester dans le cartésianisme, hein, ça veut dire qu'on n'est pas... On est à N dimensions, en fait. Hein. Il y a N dimensions de valeurs qu'il faut arriver à synthétiser, ce qui est une très grande complexité pour un être humain. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a Dieu, il y a que Dieu et son fils qui peuvent connaître la valeur totalement, la vérité totalement, donc en ayant estimé toutes les valeurs qui existent dans le monde. Voilà pour mes synthèses, ma propre synthèse des échanges qu'on a eus la dernière fois ensemble. Merci. Alors, moi, si je peux. Vas-y, Tu vas-y, veux Claude. parler, Luc Alors, je trouve que c'est un projet très ambitieux. Et je me suis demandé dans quelle mesure on n'était pas d'abord dans le domaine de la psychologie plutôt que du spirituel, même si tu réponds à la fin que finalement la fabrication de sa croyance, c'est spirituel, hein, si j'ai bien compris. Oui. Il y a une vision, c'est ce qui me trouble, c'est qu'il y a une vision de l'homme-machine, tu as employé plusieurs fois ce terme, et là je me demande, est-ce qu'il y a une place pour la transcendance, pour quelque chose qui ne soit pas justement de l'ordre de la machine, mais de la vie, avec un grand V, qui quand même nous anime, qu'on le veuille ou non. Donc, du coup, cette vision de l'homme-machine me fait un peu peur, parce que j'ai l'impression qu'elle entérine à chacun sa vérité, quoi, une sorte d'individualisme finalement fondamental, même si tu aurais le projet que finalement on n'est plus qu'une seule et même, comment tu appelais ça, croyance, quoi. Enfin,
si j'ai bien compris, qu'il y a une croyance unique. Est-ce que c'est pour chacun ou pour la société? Ouais, en fait, c'est une croyance unique individuelle. Parce que Individuelle, il d'accord. est certain que en fait, il y aura pas de. Enfin, pour moi, et dans le livre, en tout cas, j'y mets pas d'effort de dire, de faire la différence. Mais il est clair que pour moi, il est subjectif. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'en parle, je dis que l'imaginaire, il est individuel. Mais il peut Ok. avoir des points communs entre différents individus, mais il sera forcément différent, alors que la réalité, elle est partagée. Et c'est là-dessus on va pouvoir se mettre en d'accord. C'est d'avoir des idéologies individuellement, des croyances qui sont les plus similaires possibles, qui fonctionnent de la même façon, mais elles seront probablement différentes de toute façon parce qu'on n'est pas les mêmes Alors, individus, quoi. oui, alors, mais ce qui me trouble aussi, là, c'est que d'ailleurs, tu as employé construire une croyance unique face à la réalité. Face à la réalité. C'est comme si, donc, tout d'un coup, la réalité était extérieure à nous-mêmes. En fait, on cherche la meilleure adaptation face à une réalité qui est extérieure à nous-mêmes, qui s'impose à nous, si j'ai bien compris. Alors que moi, j'ai Oui, une vision de la réalité qui serait la résultante de notre co-création humaine, et tous tout à ensemble. fait. On la produit en permanence. Donc ce lien de production de la réalité n'apparaît pas dans ton discours. C'est bon, comment je vais me débrouiller pour faire avec mon imaginaire, la réalité, et composer avec les deux. Alors que la réalité, je la produis aussi. J'ai l'impression que Si, j'ai pas on l'a senti ça. produit puisqu'à un moment donné, je parle du déni et que dans le déni, en fait, c'est notre imaginaire qui correspond pas avec la réalité. Et dans ce cas-là, on détruit la réalité pour la faire correspondre à notre imaginaire. Et je parle de D'accord. destruction, je parle de remodelage, je sais plus comment je le parle. Mais en tout cas, on agit sur le réel et c'est sur ce réel-là que. Bon, après, il y a plein de choses un peu intéressantes aussi à développer là-dessus, mais voilà, ça se fait. Alors, enfin, si tu veux, il y a pour moi, il y a une sorte d'études et de méthodes finalement que tu apportes sur le moi. Ce que tu appelles la fierté, d'ailleurs, je verrais plus l'orgueil que la fierté. Comme mot, personnellement, je trouve que ce serait plus adapté parce que la fierté, c'est quelque chose de momentané. On est fier de quelque chose qu'on a fait, qu'on a réalisé. L'orgueil, c'est en permanence l'entretien du moi en tant que réalité, je dirais indépendante, justement. Enfin, c'est comme ça que je verrais un peu les choses. Donc, bon, rentrer dans cette problématique-là, elle est difficile parce que le moi, pour moi, dans le moi, il y a quelque chose de divin, quoi, dans le moi de l'humain. Euh, alors, un divin qui s'est séparé, qui est pour lui-même, et c'est un peu ce que tu développes finalement, c'est l'homme pour lui-même, hein, et à la limite, tu théorises carrément cette façon de voir les choses, l'homme pour lui-même, individuellement, euh, alors que moi, ça serait l'homme pour tous les autres, en fait. Tu vois. Euh, L'homme pour tous les autres est co-créateur d'une même réalité ou d'un seul et même humain, en réalité. Et au fond, ça serait ça qui serait Dieu, quoi. Bon, bref. Voilà, donc j'ai été troublé en tout cas par ces deux choses. D'une part, l'homme-machine et donc vraiment l'évacuation de la transcendance. Et en fait, la transcendance pour moi, elle est dans le moi. Et puis la réalité, comme si elle était extérieure à nous et que nous n'étions pas des producteurs de cette réalité. Voilà. D'accord. Est-ce que je réponds tout de suite Oui, bah ou. oui, vas-y, vas-y. Oui, oui, alors bon, pour la réalité, pour moi, elle est pas, enfin, c'est pas évacué en extérieur. C'est ce que je dis, c'est que c'est une synthèse. Et l'objectif, c'est de faire résonner les deux. C'est-à-dire que c'est pas l'imaginaire contre la réalité ou la réalité contre l'imaginaire. Il faut qu'elle fusionne quelque part dans une certaine sorte, qu'on ait un imaginaire qui soit compatible avec la réalité et la réalité, il faut qu'elle soit compatible avec l'imaginaire. Et dans ce phénomène-là, il y a tout un truc qui est marrant. C'est voilà, que ferait un australopithèque devant une bibliothèque? Son problème, c'est que la réalité, elle est là. Il y a une bibliothèque en face de lui, mais dans son imaginaire, ça n'existe pas. Il ne sait pas ce que c'est.
Donc il y a toute cette confrontation avec l'imaginaire et la réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a pas un côté plus transcendant que l'autre, c'est les deux en même temps. Et si tu n'as pas les deux en même temps, tu perds la réalité, tu perds l'imaginaire, il n'y a plus rien qui va ensemble, tu vas te détruire. Enfin, l'Australopithèque, il va voir la bibliothèque, il va jouer avec, il va la jeter dans l'eau, il va faire des trucs qui n'ont aucun sens, parce que ça lui parle pas. Enfin, mais il va bien voir que c'est quelque chose de bizarre. Donc c'est vraiment ce truc-là, ce jeu qu'il y a entre les deux qui m'intéresse dans le livre. Et pour parler de l'homme-machine, c'est là où ça rejoint ce que disait Eberhard. Je parle de la respiration, parce que quelque part, la respiration, c'est quelque chose de mécanique aussi. Et pourtant, c'est dans l'homme, c'est transcendant. Enfin, on a quelque chose qui est un outil aussi d'éveil qui est hyper important, qui a toujours été, Mais elle peut mis. être ouais. Elle peut être volontaire aussi. Et elle Il y a peut être les volontaire. deux dimensions. Elle est hyper intéressante parce que voilà, on inspire ou on expire ou on retient la respiration. Elle est automatique ou volontaire. Et le comportement, pour moi, c'est exactement le même modèle. Et c'est pour ça que je fais la comparaison avec dans le livre rapidement. Et parce que pour moi, c'est ce truc-là qui m'intéresse. C'est cette faculté-là, cette espèce d'organe qu'on a qui permet de faire cette différence entre l'imaginaire et la réalité et de faire en sorte de joindre les deux le mieux possible. Parce que je considère que ça, c'est mécanique. Ce qui n'empêche pas que le travail de transcendance est toujours là, puisque quelque part, je cherche un sens à ce truc. Qui est la constitution d'une croyance unique, etc. Enfin, quelque chose qui permet de faire quelque chose de particulièrement intéressant, d'avoir une efficacité maximale, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est pas, voilà, c'est pas à la portée de tout le monde a priori. On se dirait de réussir à constituer ce truc-là, quoi. Bon, après, voilà, j'en sais rien. Est-ce que ce que tu dis de la respiration, ça peut pas se dire aussi de la conscience, qui à la fois peut être aussi automatique, par exemple dans le conditionnement social dans lequel on est la plupart du temps, et peut devenir aussi volontaire quand il y a un choix véritablement de l'être qu'on veut être. Ça pourrait très bien être. Oui, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Mais donc c'est pour ça que moi je suis pas dans la psychologie non plus, parce que je parle pas trop de conscience, d'inconscience, etc. Vraiment, je suis dans l'homme-machine parce que pour moi c'est un organe et que c'est pas quelque chose que l'on conscientise forcément. Il y a une côté cachée, il y a une côté visible, et puis donc ça existe, c'est de la même façon, mais j'ai considéré que c'était un petit objet, une petite machine, quoi. Une boîte Voilà. noire. Une boîte noire, ouais, voilà. Quand tu parles de numérisation, tu parles aussi d'outils éventuellement qui seraient capables d'être pris, enfin, d'être informatisés, Oui. comme ça. Oui. Oui. Ok. Je laisse la place à Luc. Merci beaucoup, messieurs. Bon, écoutez, moi, ça m'a beaucoup intéressé. J'avais découvert, je n'ai pas lu le livre, hein, je vous préviens. Et donc, ça ne m'étonne pas. Moi, je l'ai lu aussi. Ça m'a donné envie de le lire. Ça ne m'étonne pas que Luc, ça lui plaise. J'ai tout de suite pensé à toi, que je l'ai lu. Et j'ai parcouru quand même un certain nombre de vidéos et tout ça, quand même, de lecture hein, de Christophe avant. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Oui, mais évidemment que ça me parle. Ça fait déjà écho, votre dernière discussion, à ce qu'on a eu la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Sur la différence entre l'âme et l'esprit. Moi, je trouve que ça fait extrêmement écho à ça, justement, entre construire quelque chose, une croyance unifiée, qui rende ces choses compatibles. Alors qu'aujourd'hui, c'est incompatible dans un monde matérialistes, que ce soit les marxistes ou les capitalistes ou ces gens-là, ils sont matérialistes point barre. Hein, et puis, là, on ne sait pas ce que c'est, on ne veut pas le savoir. Hein. Et pourtant, on sait qu'il y a, on le sent bien et on le sait bien qu'il y a, ces deux dimensions, imaginaire, réalité, bon, on le dit d'une façon ou d'une autre.
respiration, l'exemple de la respiration volontaire, involontaire. Donc voilà, conscient, inconscient, raison et aussi passion, hein, quelque part. Ça fait partie aussi de ce que nous sommes. Pour reprendre les catégories, enfin pas les catégories, mais enfin la dichotomie que faisait Spinoza notamment. Voilà, donc là-dessus, moi, ça me semble très très intéressant, mais je dirais quelque part, c'est aussi dans cette direction-là que j'essaye de travailler. Hein. Tout ce que je construis là, tout ce qu'on construit, c'est d'essayer justement dans ces différentes dimensions de faire un système qui fasse un peu un système, voilà, hein, chose forcément, puisqu'il y a une part qui nous est inaccessible, ça ne pourra jamais être un système mécanique complet, mais au moins une compatible, hein, quelque chose qui soit compatible justement, et qui nous soit cohérent surtout, voilà. Qu'il n'y ait plus d'incohérence hein. Dans les systèmes, prenons les systèmes religieux, puisqu'on est au CDRS, il y a plein d'incohérences dans ces systèmes. Donc, bon, bah voilà, quoi. Pour moi, ça les disqualifie définitivement. Donc, ça passe forcément par un renouvellement de système, et un renouvellement de civilisation, parce que je pense qu'on a besoin, justement. Ça se connecte aussi à ces champs politiques, sociaux et tout ça, hein. Et humains, et sentimentaux, et de vie au quotidien, hein. Ça passe par tous ces éléments-là. Et je suis très content que tu fasses ce lien avec l'énergie, avec le fait que ça diminue l'énergie nécessaire et tout. C'est exactement l'histoire de la négantropie dont je vous ai déjà rabattu les oreilles plusieurs fois dans des émissions. Donc voilà, donc pour moi c'est très... on est complètement... moi je suis en phase avec ça, au moins sur la démarche. Sur la démarche, et puis je vois que bah, voilà, forcément on a forcément des convergences, donc moi je peux que t'inviter également à lire ce que j'ai pu commettre jusqu'ici, Christophe, je ne sais pas si tu l'as fait, parce que, ou à regarder un certain nombre d'émissions et des choses comme ça, parce que c'est réellement tout à fait, enfin pour moi c'est le même but. Après, ça ne veut pas dire que j'y suis parvenu, hein, ou qu'on y ait des trucs, de toute façon ça a toujours été écrit collectivement, hein. Il n'y a jamais de trucs qui ont été écrits tout seul, dans ce que j'ai publié au moins jusqu'ici. C'est en plus, je trouve, très proche de ce que j'ai présenté récemment sur Charles Sanders Peirce, sur la faction. Exactement. Vraiment, je ne sais pas si tu les as consultés, si tu as lu les textes, ils sont pas longs et tout ça. Pour moi, ça, enfin, voilà, toute modestie, hein, je pense qu'il faut qu'on reste modeste par rapport à quelqu'un quand même comme Charles Sanders Peirce, qui est quand même, voilà, d'une certaine, voilà, qui a une certaine notoriété qui n'est pas usurpée à mon avis. Pour moi, on est complètement en phase, hein, quasiment là-dessus. Le domaine des croyances qui déporte très largement les croyances religieuses, parce que, enfin, si on parle de Christian, je vais parler à sa place, il n'est pas là avec nous, mais pour Christian Leroux, par exemple, les croyances, c'est forcément un truc religieux, etc. Non, les croyances, c'est omniprésent. C'est ce qui nous permet, justement, et c'est Charles Sanders Peirce qui le montre bien, justement, et toi aussi, dans ta démarche, j'ai l'impression, que bah, c'est quelque chose qui nous permet d'économiser de l'énergie et de... Bah justement, on en a besoin au quotidien, mais dans tous les gestes, même pour savoir ce que c'est qu'un crayon, quoi. Enfin, voilà, tout simplement. Voilà. J'ai bien aimé aussi alors, tu n'as pas employé le terme de dualité, mais avec des échelles différentes, etc., de valeurs. Pour moi, j'y vois l'expression des dualités, mais des dualités qui ne sont pas assimilables au bien ou au mal, après ce que tu as appelé le positif ou le négatif, que moi j'ai traduit plus par bien et mal, peut-être que je me trompe là, mais je ne crois pas, puisque ça me semble effectivement différent, parce que les dualités sont ce qu'elles sont sans valeur de bien et de mal associées, en tant que telles. Ça me semble très intéressant aussi. Et puis un dernier point qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est ce que tu as parlé des 4 phases, là, les 4 phases. Le déni, donc, qui va faire que l'on va... Alors, Charles Sanders Peirce, il parle d'inconfort ou de doute. Hein, voilà, mais on va être dans le déni, puis dans l'omission, dans la compréhension, puis finalement dans l'acceptation, qui va en fait déclencher après notre recherche d'une nouvelle croyance. Donc on va investiguer de façon scientifique, hein, typiquement. Hein. C'est la meilleure façon, selon Sanders Peirce.
suis assez d'accord, pour adresser la réalité, justement. Sachant que la réalité n'épuise pas le réel. Ça, par contre, je pense que la charte sans Norpiège, je l'avais dit quand j'avais fait la présentation, c'est vraiment une pensée du 19e siècle et de l'époque du positivisme, puisque, même s'il n'était pas positiviste forcément en tant que tel, c'est-à-dire que le réel et la réalité nous est, on le sait maintenant, enfin j'en ai parlé, le réel nous est à jamais inaccessible en partie. Il n'y a que la réalité. Et la démarche scientifique adresse la réalité. Mais nous avons besoin d'une compréhension justement plus large que ça, qui englobe y compris le réel, même si on ne peut pas le connaître totalement. C'est pareil dans l'imaginaire. Et donc ça me semble extrêmement important. Et l'acceptation, donc c'est la dernière phase. Ça fera écho à la présentation que je vais faire dans quelques semaines, justement, sur l'acceptation. Donc, je trouve que ça m'a beaucoup plu. Super. Ah, Eberhard. Oui. Ah. Si tu as terminé, oui, vas-y. Allez, Jésus revient. C'était un peu par rapport à la réaction de Claude par la dimension spirituelle, que l'homme est englobé de tout ça. Mais moi, bon, je vais quand même être sur deux plans différents. Disons, je pense que tu l'es aussi, Claude, d'une certaine manière. Mais l'homme se doit d'être le plus précis sur ce qu'il est à son niveau de conscience, au niveau de conscience humain, ce qu'il peut étudier avec le plus de minutie possible sur ses comportements et sur sa manière dont il fonctionne. Voilà. Et une fois dit cela, il y a un immense encore champ que l'homme ne peut pas, disons, accéder, et c'est sur la partie, entre guillemets, de ce qui est surnaturel. D'accord ? Entre guillemets, c'est tout ce qui est surnaturel. Donc, il peut s'en approcher, il peut l'étudier, il peut avoir des idées autour de lui, mais il ne pourra jamais les définir. Donc enfin, le naturel et le surnaturel ne s'excluent pas l'un de l'autre, en fait. Même si Christophe va peut-être plus travailler sur le naturel et le naturel aussi de la croyance, il ne nous a pas dit, en quelque sorte, qu'il excluait la dimension surnaturelle. Voilà ce que je voulais à la suite de dire à la réaction de Claude, quoi. Et d'exposer de Christophe. Alors oui, vas-y, Claude. Moi, non, mais ça m'intéresse ce que dit Christophe, ça m'intéresse, mais dans son projet, j'ai l'impression que l'humain, ce que j'appelle l'humain, avec un grand H, est évacué, en réalité. Il y a dans ce travail, parce que d'abord le moi a énormément de ruses avec lui-même pour se maintenir. C'est-à-dire, on veut toujours finalement réintégrer sa propre fierté, quoi. Tu as parlé à un moment donné de moments de honte qu'on peut avoir face à nos projets dans la réalité. Et puis évidemment, on cherche toujours à se recomposer, recomposer son propre moi, se maintenir. Alors, évidemment, ça, c'est une vision qui est celle d'une recherche d'adaptation constante, finalement, cohérente et rationnelle au monde, je dirais comme ça. Tandis que pour moi, la spiritualité, bon, elle ne néglige pas forcément cette dimension, mais elle va au contraire vers un effacement du moi au profit d'une conscience universelle. Celle qui est en fait est créatrice de toute cette vie, quoi, en permanence, et par rapport à laquelle on est à contre-courant. Donc je ne vois pas, là j'ai l'impression que dans ton projet il y a une volonté de résolution mentale de l'homme, en faisant attention à tout un tas de choses, etc. Et je ne pense pas qu'elle puisse exister. Ouais. Voilà. Je ne vois qu'une résolution, si tu veux, existentielle, quand on se projette lui-même, quand on projette son propre être, quand on fait des choses, par exemple, nouvelles, dans le sens du bien, et que, d'un coup, ça nous fait aussi changer petit à petit notre mentalité. Mais elle ne change pas de l'intérieur d'elle-même, enfin, de mon point de vue.
Alors, moi, je pense que les deux sont possibles. Oui, Parce peut-être. qu'on peut prendre les problèmes par différents bouts. Après, quand tu parles d'effacement de l'être humain, je pense qu'il y a une vraie dynamique dans Dis-moi, cet dis-moi, ordre-là. dis-moi. Ah, Oui. parce que de l'humain, moi, je le dis parce que quand je parle d'être, je parle pas que des humains. Même si le centre du sujet, c'est quand même l'humain. D'accord. Je parle d'autre chose aussi. Et je pense que cette dynamique, elle n'est pas, je le dis dans le livre, elle n'est pas exclusive à l'être humain. Tu Euh, englobes les animaux, enfin, la J'englobe nature, beaucoup de choses dedans. oui. J'englobe beaucoup de choses parce que pour moi, qu'est-ce qu'un être? Je le dis pas dans le livre, mais pour moi, un être, enfin, la racine, c'est être, astre, estre, les âtres. C'est quelque chose qui brûle, quelque chose qui chauffe, quelque chose qui illumine, quelque chose qui brille. Euh, et donc, dans cette définition-là, il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui peuvent rentrer dans ce truc-là. Et, euh, et donc, quelque part, l'évacuation de la problématique humaine, elle y est un petit peu. Elle y est un petit peu, et là-dessus, je suis d'accord. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est plus vaste dans cette dynamique. Mhm. Euh, et puis, bon, après, ça se discute, mais après le tâtonnement, etc., on le voit aussi, pour reprendre un peu de culture catholique, quand Noé fait son barbecue. Là, Dieu dit, bon, bah ok, tant pis, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais là, je laisse tomber, quoi. Il y a un petit côté, bon, ils sont comme ça, et puis je fais avec. C'est-à-dire que même lui, dans ce livre, en tout cas, il est démontré, il est montré avec une faculté à l'adaptation au réel de ce qui est fait. C'est ce qui est assez perturbant, en fait, quand on lit le livre en lui-même, hein. Euh, donc même cet être-là qui est décrit dans ce livre, il apprend de ses erreurs et il confronte le réel et l'imaginaire. Ah, tu veux dire, oui, oui, quand il dit je me repens du déluge. Et je Là, ne le ferai plus. je ne Ouais, le ouais. ferai plus. Oui, oui, il se repent du déluge. Il se repent du. Parce que, voilà, Et ça, c'est voilà, formidable. Ça c'est montre incroyable. justement c'est là où on est comme Dieu, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'on est capable de se repentir, mais lui, il se repent aussi. Mm. Je ne le ferai plus. Oui. Donc, Oui. C'est quelque chose d'inouï. voilà. Et c'est pour ça que je dis que j'englobe pas mal de choses. J'essaye en Hum, tout cas d'englober pas mal de choses. hum. D'accord. Oui, c'est intéressant. Et c'est toi qui dois faire un exposé sur le christianisme aussi, je crois, Oui, oui, non? oui, dans 2 semaines, là, je crois, normalement. D'accord, d'accord. Sur la stagnation, ouais, c'est en cours de préparation. D'accord. Donc, ben, peut-être que je comprendrai mieux. Mais enfin, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ta façon d'approcher les choses. Voilà. Très bien, messieurs. Bon, après, moi, peut-être un dernier point. Je pense que ce qui nous sépare pas mal, je crois, ce sont deux choses, hein. C'est peut-être cette notion de surnaturel versus inaccessible. Moi, je parle pas de surnaturel, parce que surnaturel, ça veut dire, ça suppose un arrière-monde. Donc même ça, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, je sais pas si c'est inaccessible. Je dis que c'est versus inconnaissable, c'est-à-dire c'est surnaturel, mais c'est un arrière-monde. Un peu la démarche, je dirais, usuelle des courants religieux. Où, là où moi j'ai tendance, c'est inaccessible, donc inconnaissable. À partir du moment où si c'est inconnaissable, on ne sait même pas si c'est un arrière-monde. On ne peut même pas le savoir. Donc là, je pense qu'il y a une grosse différence et qui s'explique, et là, peut-être la dernière discussion le montre bien, l'illustre bien, je crois, justement, par une approche quand même très souvent religieuse, très anthropocentrique. Là où moi aussi je partage ce que dit Christophe, si on doit construire une spiritualité, elle doit être cosmique. Vraiment, et c'est une tendance, c'est pas simplement moi ou Christophe qui le disent. Les courants récents sont de nature cosmique. Hein, vraiment, ils englobent tous les êtres. Hein, pas simplement l'homme. Voilà. Voilà, messieurs. Merci beaucoup, Christophe, de cette présentation très enrichissante. Je vous invite à aller sur ce site et sur la chaîne YouTube L'Art de l'Être pour avoir une présentation de tout cela. Et puis Christophe, si tu peux m'envoyer ton livre, je vais te le commander.
Je vois que tu as des versions papier. Moi, je préfère lire en version papier. Ah oui, moi aussi je préférais. Ok. Merci. Au revoir, messieurs. Au revoir.